Ah, l'Europe. Il semble qu'on aime la détester, surtout nous autres Français. Même s'il faut le reconnaître, c'est très pratique ici de traverser le Rhin sans devoir nager la nuit entre 1h et 2h du matin pour éviter la Polizei. Fin mai, élections européennes. Philippe, c'était un de tes souvenirs Bonjour. d'enfance, ça Bonjour Philippe. Oui, quand je devais aller chercher des pétards. Ah, voilà. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, le problème en annonçant la thématique aujourd'hui, c'est que je pense qu'on vient de perdre 58% de notre audience. Bing, comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Il en reste 42 alors. Alors, le côté vert à moitié plein, c'est qu'il en reste 42. Non, notre audience, à mon avis, est suffisamment responsable. De fait, même si elle ne ira pas voter fin mai aux prochaines élections européennes, au moins avec notre émission, elle saura pourquoi. Tout de suite, pour nous mettre dans le bain justement de ce sujet hyper sexy, 2 questions. Messieurs, est-ce qu'on peut citer une tête de liste aux prochaines élections européennes ? Ah ah ! Raphaël Glucksmann. Bernard, ça y est, Raphaël Glucksmann, ok. L'oiseau. Hein, l'oiseau, Nathalie, je crois, de son Nathalie. prénom, David. Oui, bah, Yannick Jadot, je dirais. Voilà. David, forcément. Elle est pour les rester dans verts. les clichés. Moi, je vais dire Nicolas Dupont-Aignan, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard ? Rien du tout. Tout va bien ? Mais tout Parce va que très, j'ai une très deuxième bien. question, donc peut-être ton sourire va vite s'effacer, tu vas voir. Voilà, vas-y, on va voir. Alors, merci pour ce premier tour de table. Pourquoi, spontanément et courtement, potentiellement, un Européen ou un Français n'irait pas voter la fin mai ? Quelle pourrait être une première raison, comme ça, spontanément ? On y va. Alors, Bernard, toujours. parce que j'ai barbecue ou piscine, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que ça ne changera pas ma vie. Si je suis français, ce que je suis, un bon nombre de Français trouvent que, voilà. Oui, donc Plus la rien ne réponse pourrait sembler légère, mais en fait signifie effectivement une non-conscience d'utilité ou d'application pour mon quotidien. Tu Donc disais- du coup, je reste dans mon Tu quotidien. disais, on aime la détester. Moi, je dirais qu'on la déteste avec amour aussi, l'Europe. Bon, ok, très bien. David ? Moi, je vois pas trop de raison de ne pas aller voter. En fait, j'arrive pas à en trouver puisque c'est un scrutin à la proportionnelle. Ça veut dire que chaque tendance, chaque voix va pouvoir peut-être se concrétiser par un député un peu de l'inclination qu'on a. Et ensuite, voilà, il y a des coalitions qui se font. On réclame de la proportionnelle en France. Eh Et oui. bien en Europe, on en a. On est quand même dans le sujet, puisque Emmanuel Macron, là, ça y est, il est sorti du bois. Il a annoncé être favorable à quoi ? 20% de proportionnel Voilà, sachant aux que élections. les députés européens français sont assez nombreux. Ouais. Donc voilà, je sais pas, je veux dire, c'est effectivement éminemment important l'avenir de la France à travers l'avenir de l'Europe. 79 pour rebondir Oui, précisément c'est sur le chiffre. Hein. Ouais, ok. Mais bon, on est toujours dans un tour de table. Je suis en train Oui. d'enfreindre moi-même la règle que j'ai dictée. C'est pas bien. Et il y a toujours Marc qui doit Donc parler. je ne sais pas ce qu'il faut, simplement parce qu'en fait on est dépassé par l'enjeu et qu'on a Ouais. envie de laisser les autres décider. Mais sinon, spontanément, du fait que c'est de la proportionnelle, il n'y a aucune raison de pas aller voter parce qu'on va être représenté, même Voilà. un tout petit peu, quoi. Oui. Ok, sauf si on ne dépasse pas, je crois, 5% des voix, c'est ça, c'est la C'est liste, ça. du coup, on squeeze. Bon, bah alors on entame... Ah non, pardon, mince, Marc. Ah, j'essayais d'être patient, je me disais, mais pourquoi je suis là aujourd'hui ? Eh bien, comme David, je pense qu'il n'y a cité aucune Nathalie raison Loiseau, de ne pas déjà. aller voter. Ok. Et doublement aucune raison que je crois que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, l'Europe est là et que l'Europe est une superbe aventure pour chacun d'entre nous. L'intérêt d'un vote, c'est de pouvoir exprimer l'Europe que nous souhaitons. Et effectivement, il y a quelques points de désaccord, quelques points de perspective, de projet tout à fait différents suivant les candidats. Bien, allons voter pour le candidat qui représente l'avenir de l'Europe que l'on souhaite voir se construire. Je peux lever juste se une déconstruire. ambiguïté. Yes, Parce que Bernard. Le 26 mai, j'irai voter. Rassurez-vous, Ah, ne d'accord. sortez pas. En fait, tu peux faire les deux. Tu peux faire barbecue et voter, tu sais. Ben voilà. C'est ce que j'allais dire. Au moins, si le thème du barbecue permettait de ne pas aller voter, c'est vraiment... Allez. Non mais Le vote, Voilà. ça nous prend 10 minutes, on peut y aller. Ok. Alors justement, Marc parlait à un moment donné d'enjeux et de perspectives. Je vais vous proposer de découper cette émission en gros en 3 morceaux. On va reposer ensemble quelques bases, hein, histoire de pas mourir idiot aujourd'hui. Et puis ensuite, j'aimerais qu'on analyse rapidement 4 grosses tendances au niveau de l'Union européenne, au niveau des opinions justement des Européens sur l'Europe et mon pays, un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout, avant effectivement de terminer l'émission sur quels sont les différents projets européens, quelles sont les lignes de clivage, quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives, est-ce qu'effectivement l'Europe est utile ou pas, quelle est
Quelle est son implication concrète dans nos vies? Ça, c'est ce qu'on verra donc dans un instant. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Restez avec nous malgré le thème des élections européennes, puisqu'en fait, nous allons faire tout notre possible, tout en étant de bonne foi, pour rendre attractive la perspective d'aller voter le 26 mai. En tout cas, ça c'est la date pour la France, puisque je crois qu'en fonction des pays, c'est pas forcément exactement tout à fait le même jour. Du 23 au 26, Voilà, parce que 26. beaucoup de pays Ouais. européens ne votent jamais le dimanche. Ah, par conviction? Parce que ça Ça se vote fait pas. en semaine, mais D'accord. pas le dimanche. Ok. Parce que le dimanche, on se repose. Et Dimanche, on fait même barbecue. Voter, c'est déjà... Voilà, dimanche, on fait barbecue. Et d'ailleurs, D'accord. parmi les autres particularités aussi, le mode de désignation des listes, enfin des députés par pays est assez variable. Je voyais ça. C'est-à-dire, certains, c'est des listes nationales, certains, c'est des listes par région. Il y en a certains, dans les listes, on vote des noms, d'autres des groupes. On peut cocher, mettre dans l'ordre. Chacun a ses variations, mais au final, eh ben, il y a des députés de chaque pays qui Ok, viennent... alors justement, commençons par poser des faits et du contexte, histoire d'augmenter la culture générale, à la fois la nôtre et celle de notre audience. Donc déjà, effectivement, une petite nouveauté pour la France cette année, puisqu'il y a une seule liste, par parti bien sûr, nationale. J'ai bien compris, non? Il n'y a plus de circonscription. Oui. Voilà, il y a Oui, une tout à seule fait. circonscription, c'est Voilà. l'Hexagone. C'est Voilà, la France. c'est ça, c'est-à-dire Pardon, c'est la France. qu'en Alsace, on vote pour potentiellement le même éventail de listes Carcassonne, Voilà, tout à fait. Carcassonne Ou Brest. ou Brest. Ok, très bien. Bon, ça, c'est un premier fait. On a cité aussi le nombre de députés français qui a légèrement augmenté depuis 2014. Alors, il a augmenté de 5 députés, a priori, parce que à l'heure intéressant. où nous Qu'est-ce qui se émettons passe? aujourd'hui, Mais oui. on a encore un mystère Eh par oui. rapport à, Le à- mystère à anglais. l'Angleterre, à la Grande-Bretagne. Mais- Eh oui. Puisqu'on a 705 députés à élire sur le plan européen, Ah, tout à fait. que dans la répartition du passage de 28 à 27, il y avait une 28 répartition 28 des pays sièges- membres 28 de pays l'Union. membres, de, Voilà. de l'Union européenne. Il y a eu une répartition des sièges occupés par les Britanniques jusqu'alors. La France en a gagné 5. Mais comme il est encore concevable que les Anglais Vote le votent 23. en même temps que tous les autres pays européens, peut-être pour pas longtemps, là on est encore dans un peu un flou qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions parce que effectivement ces 5 supplémentaires qui risquent de ne pas pouvoir être dans un premier temps au Parlement, que deviendront-ils? Voilà. Tout à fait. Donc là, Mystère. on parle Mais bien on sûr s'achemine du quand Brexit. même visiblement vers le fait que les Anglais David. votent à ces élections. Hein. C'est Eh le ouais. plus probable. Hein. Mhm. C'est la tendance. Avec peut-être des surprises à la clé, puisque si ces députés sont plutôt pro-européens, puisqu'il pourrait y avoir une sorte de retournement de tendance suite à ces élections, ça pourrait remettre en cause pas mal de choses par la suite. Enfin bon, voilà, on croit encore un beau, Eh, mais du coup, pataquès nous qui en voulions rendre perspective. un peu piquante Ah ouais, là, et pimenter c'est- cette élection, c'est du je crois qu'on a C'est là, du on Games est of complètement Europe. Hein. complètement en Game of- suspense. Tout à fait. Alors on a rappelé Britain tout à l'heure is coming. que nous sommes sur un scrutin is coming. 100% proportionnel, que en fait c'est la seule institution de l'Union européenne qui est élue directement, donc au suffrage proportionnel. Et le nombre de députés, je crois qu'il était initialement de 751, c'est valable depuis 1979. J'ai dit une bêtise là, vu le silence? Non, Non, nous il a dit discutions, 705, parce que- alors, Il a dit Alors 705. 705, 705 c'est cette année, effectivement. C'est ça, Donc hein. il y a une réduction. Ah bah, du fait des Anglais. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Ils en avaient donc... Voilà. Donc à voir. À Ça en voir. avait beaucoup. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut parler des quelques grands groupes politiques européens, toujours pour poser un peu des bases? Le parti majoritaire depuis de très nombreuses Marc. années, c'est le Parti populaire européen. PPE, On va ouais. dire 30%. la droite relativement classique, Centre-droit, ouais. centre-droit, etc., Ok. qui a toujours été majoritaire pour le Parlement européen. Il y avait un espoir lors des dernières élections, enfin un espoir, ça c'est de mon point de vue, Ah, que les sociodémocrates, comme on les appelle, puissent SED. émerger. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ça reste un des enjeux des prochaines élections européennes, c'est de se dire qu'est-ce qui va émerger comme majorité. Ce qui est mis en avant
aujourd'hui, dans le scrutin, c'est peut-être qu'il y a encore un plus grand éparpillement qu'aujourd'hui. Au niveau, actuellement, il y a 8 groupes politiques qui composent le Parlement européen. C'est qu'il y ait un éparpillement qui fasse et qui rende difficile une majorité en tant que telle et qui appelle de nouveau, comme dans de nombreux pays au niveau de la gouvernance, qui appelle des alliances qui parfois sont contre nature. Ce que disait Bernard. Marc par rapport au SED, c'est que si le PPE est à peu près à 30, le SED aujourd'hui est à 20. Dont le Parti Socialiste. Voilà. Français. Et puis il y a, comme tu le disais, il y a d'autres grandes tendances. Tiens, Il y a, on y va, à la droite, il y a tout un florilège de... Florilège, j'adore ce mot. Oui, florilège. C'est-à-dire un éventail. Oui, Et quand on regarde, tu sais, une représentation, ça fait comme un éventail. D'accord. Et c'est sur la droite. Ok. De mon dessin, mais pour toi, C'est en couleur bleue, là. La composition des parlements. Voilà, c'est la bleu foncé. Voilà, bleu La foncé. composition des parlements, dans sa forme géographique, Oui. est un éventail, puisqu'il y a ceux qui dirigent et Un qui sont hémicycle. devant, et puis après, c'est un hémicycle autour, et donc on a un bel éventail. Donc Bernard, Avec aussi un parti vert. Qui est important. Et ce que disait Marc, c'est que la tendance telle qu'on la voit se dessiner, c'est que les deux grands partis traditionnels voient leur part diminuer, et puis on voit une forte augmentation de la droite. Ce qui est assez l'extrême droite semblable même. dans les scrutins nationaux, j'ai l'impression. Un effritement des partis dits historiques, traditionnels, qui se font doubler soit par la gauche, soit par la droite. Là, ça sera par la droite. Là, ça sera par la droite, plutôt. les pronostics et les études et les sondages. Sachant que David ces partis populistes d'extrême droite ont du mal à s'unir. C'est un petit peu leur façon d'être, on va dire. Et que... L'extrême gauche aussi. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'aux précédentes élections européennes où le Front National avait fait un score très élevé en France, il n'avait pas réussi à créer un groupe tout de suite parce que justement, les partis populistes n'ont pas forcément envie de se mettre une image d'extrême droite qui va focaliser quand même après une opposition. Enfin, c'est très compliqué les gens qui sont élus dans ces franges-là, j'allais dire dans ces fanges-là presque. Et c'est peut-être ce qui va nous sauver momentanément d'une déferlante fascisante, on va dire. Ça serait que ces partis-là ne savent pas encore vraiment fonctionner ensemble et trouver une force commune. On est bien d'accord que notre audience aura trié elle-même entre ce qui est des faits et ce qui est déjà de l'opinion. Hein. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les partis qui sont à l'extrême droite sont quand même des partis qui se positionnent dans une dimension europhobe. Ouais, ou eurosceptique. Eurosceptique, voire europhobe. Et donc, c'est là aussi où le fait de les voir dans l'incapacité de se mettre ensemble peut laisser. À ce niveau-là, l'élection européenne est intéressante. C'est ce qu'on disait en introduction. C'est que, effectivement, toute opinion peut être émise, bien évidemment, c'est ça la démocratie, mais on est quand même dans un paradoxe de devoir élire des parlementaires européens qui sont dans leurs responsabilités, a priori, amenés à devoir diriger les orientations de l'Europe pour demain et d'avoir des candidats qui prônent le retrait de l'Europe, finalement le retour à la suprématie de la nation et à un refus d'une construction européenne qui, paraît-il, déstabiliserait la réalité nationale. Ça, c'est un paradoxe. Et je crois qu'il y a à distinguer, David commençait à le faire, à distinguer ce qui est du relent des programmes politiques, j'allais dire intérieurs comme européens, qui sont très d'extrême droite. David parlait de fascisants, oui, pour un certain nombre d'entre eux, c'est très clair. De ce qui est, c'est ça qui rend difficile leur capacité à pouvoir s'unir, de ce qui est un relent avant tout nationaliste et pas obligatoirement fascisant. Donc voilà, et parfois sur cet aspect-là, au moins dans le cadre de la politique française, c'est là où parfois on peut être surpris des arguments où entre l'extrême droite et l'extrême gauche, la différence est plus que ténue. Justement, peut-être juste avant de laisser la parole à David, peut-être compléter notre trombinoscope au niveau des têtes de liste. On a parlé de Nathalie Loiseau, donc là c'est La République En Marche. On a parlé de Raphaël Glucksmann, qui est pour... une gauche social-démocrate. Oui, c'est pas le PS. Parti Socialiste et Place Publique. Voilà, merci. Yannick Jadot a été à côté cité. de Benoît Hamon, qui lui a son propre mouvement Génération X. Tout à fait. Pour LFI, la France Insoumise, c'est Manon Aubry. Et avec M. Bompard en numéro 2, que j'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure. Et puis François-Xavier Bellamy pour Les Républicains. Tout à fait.
Voilà. Et enfin, Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Et puis, Et Jordan Bardella. et Jordan pour Bardella, le Rassemblement pour le national. Rassemblement Pour le national. On va RN, respecter. Rassemblement National. Là, je crois qu'on tout a- à fait. Ouais. On a fait Alors, le tour. Ce qui est intéressant quand même On à a noter, encore un. alors Marc. est-ce que ça veut dire que ces élections européennes sont une forme de plateforme de lancement pour d'autres élections dans l'avenir? C'est toujours le cas. C'est quand même la jeunesse globale de tous les candidats présentés. Ah ouais. Hein, Mhm. On a des Profil, candidats qui, globalement, ont moins de 40 ans. C'est quand même rare pour Mhm. des élections aussi Intéressant à noter, importantes. Et qui donc, je ne sais pas s'ils apportent une fraîcheur, j'en suis pas toujours convaincu. Mais effectivement, ils apportent une forme d'inexpérience de la vie politique traditionnelle Un nouveau et visage. peut-être un souffle un peu différent, un peu nouveau. Mais on verra aussi comment, dans ce contexte-là, s'ils sont amenés à être élus, ils vont se positionner au cœur de la réalité du fonctionnement Alors, du Parlement européen. À propos de la réalité, et pour savoir si effectivement le 26 mai vous allez au barbecue et ou aller voter, Non, en fait, les deux. les deux, tout à Allez, fait, pardon. ça Rappelons va de quand même, soi. et moi ça m'a agréablement surpris que le Parlement européen a 20 domaines de compétences, puisque Marc venait de parler de réalité, d'accord. Mhm. Donc il y a 20 sujets sur lesquels il détermine en fait. Il y a 50 domaines apparemment sur lesquels il est consulté, donc on appelle ça un avis, et il y en a 16, si mes lectures sont bonnes, sur lesquels il peut dire niet. Donc un droit de veto. Donc apparemment c'est quand même assez stratégique, hein, les votes des parlementaires européens, plus que ce que j'aurais pensé. Moi, j'ai juste, avant qu'on rentre un petit peu en écho à ce Bernard. que Marc vient d'évoquer par rapport au vote, par rapport... Et on va passer aux perspectives dans un instant. Oui, après l'intervention du président Macron l'autre soir après le grand débat et tout ça, Les conclusions. ouais. j'ai entendu des commentaires politiques qui m'ont un peu surpris, voire dérangé. Allez voter aux européennes pour sanctionner le gouvernement français. Ah oui, oui. Non, Classique, non, hein. non. Oui. Oui, c'est classique, mais il faut pas mélanger Oh non. les niveaux. Oui, mais c'est quand même le débat que des Oui, politiques. la France Insoumise, par exemple, veut mettre une claque à Emmanuel Macron. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, il l'a clairement dit. Oui, et puis Utiliser, oui, par exemple. mais c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. C'est pas D'accord. l'objet. Donc, Voilà. tu n'es Donc, pas d'accord. Je suis pas d'accord et je le dis. Bon, très bien. C'est un lieu de conversation, Je de suis d'accord débat, un avec toi. terme Ok. qui fait débat entre nous. Non, je suis Non, d'accord non, avec voilà. toi. moi, hein. D'accord, donc la claque à Emmanuel Macron, why not, mais pas lors de cette élection. Ah voilà. Et Voilà. pas si bien sûr on veut pas terminer dans un Ce trou. que- Ce que l'on peut rajouter juste sur cette première partie, c'est aussi quand même Marc. la construction progressive de la démocratie européenne, c'est-à-dire du poids et de l'enjeu du vote pour des parlementaires européens. Effectivement, en 20 ans, puisque le grand processus de transformation, c'est 79, en 20 ans, on a eu des transformations très importantes qui fait qu'aujourd'hui, le rôle du Parlement européen est un rôle essentiel, puisque c'est lui qui est aussi amené à voter le président de l'exécutif, donc le Exactement. président de la Commission Européenne, tout à qui fait. met en Merci de œuvre rappeler. les politiques votées. Et aujourd'hui, le Parlement, à égalité avec le Conseil des dirigeants des pays européens, a statué, à légiférer sur l'avenir des dispositions prises au niveau européen et qui deviennent contraignants pour les États membres. Ok, David, juste avant qu'on... Oui, alors effectivement, l'élection du président du Conseil De la Commission européenne. européenne est très Mhm. importante, parce qu'effectivement, c'est lui qui va donner un peu la couleur de la politique, et en particulier de la politique économique de l'Europe, qui fait grand débat. On peut rappeler, pardon, je te coupe, que le président peut être est élu par le parlementaire. En l'occurrence, là, il va quitter ses fonctions, mais c'était la tête de liste d'un des partis Ouais, C'était majoritaires. Jean-Claude Juncker. Ok, donc, mais c'est pas forcément la tête de liste d'un des partis. Non. Voilà. Et d'ailleurs, David. le Parlement peut le révoquer selon une procédure qui n'est pas si complexe que ça. Si vraiment il y a un décalage entre les aspirations, enfin, on va dire la tendance du Parlement et celle de la Commission. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que il est très facile de consulter ce que nos députés votent. Il y a des sites web, on peut consulter ce que chacun a voté pour chaque décision de loi. Et c'est intéressant de voir tout ce qui se discute, toutes les directives qui essayent d'harmoniser nos pratiques, nos règlements en matière de concurrence, en matière de fiscale, en matière réglementaire, santé, écologie. Les tout ça. panneaux Donc, solaires. tout ça, ce sont des choses que l'on pourrait La voter. PAC, bien sûr. Et après, comment ça se décompose? Oui, en Les plus. fêtes de Pâques. Oui. Oui, c'est ça. Chaque année, il décide de la date, en fait. C'est derrière nous. Oui, non, mais voilà. On est dans le Non, cas il faut pascal. la politique arrive
agricole commune. Oui. Soyons Non, complets. mais il a dans nos- raison, hein, c'est vrai qu'on n'a Voilà. pas d'acronyme. Oui, en tout cas, c'est intéressant de voir tout ce qui se discute et tout ce qui se vote et de se souvenir que quand ça se vote, c'est quand même une portée qui est sur une population de 400 millions d'habitants et sur plusieurs gouvernements. Quand on râle Ok. parce que l'Europe nous impose des choses, il faut savoir quand même que ça s'impose à 28 États. Mhm. Bernard? On en vient d'évoquer des sujets sur lesquels l'Union européenne statue. Un des derniers qui a fait débat et qui était intéressant à suivre, c'était celui sur les droits d'auteur. Ah oui. Qui est une des dernières directives qui vient d'être votée et qui va protéger, cette directive va permettre de protéger la propriété intellectuelle des créateurs. Ok. Un aspect fondamental de ce que dit David, on y reviendra peut-être après, mais un aspect fondamental, c'est la contrainte. Mais c'est logique. Dès lors que l'ensemble des élus au niveau européen votent, ces dispositions se doivent de pouvoir s'appliquer au cœur des pays. Et une des volontés qui est mise en avant aussi dans le cadre de la campagne européenne, c'est de continuer à construire et à améliorer l'harmonisation des dispositifs législatifs de chaque pays, de manière à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. C'est sur tous les points. Ouais. En particulier, la question de la fiscalité, bien sûr, est mise en avant. Et bien évidemment, l'harmonisation, ça veut dire, une fois qu'on a décidé, eh bien, ça s'impose à nous. Et donc, c'est une contrainte. Voilà, mais ça, c'est ça aussi la construction européenne pour mieux vivre ensemble. Moi, j'en suis persuadé de cela. Bon, dès lors qu'on est ensemble, de toute façon, un petit groupe, une assoce, un comité de direction, que sais-je, c'est le principe de solidarité entre guillemets gouvernementale. Donc forcément, ça s'applique. Juste avant qu'on aborde plus en détail effectivement les enjeux, les perspectives, les différents projets, j'avais annoncé en plan d'émission d'éclairer notre audience sur 4 grandes tendances qu'on retrouve en Europe sur je t'aime moi non plus par rapport à l'Europe. Donc on va peut-être y aller ensemble. Et du coup, il y a une spécificité française, en tout cas, qui apparaît dans les chiffres. Alors en gros, et je vous laisse la parole tout de suite, il y a 4 grandes tendances. Il y a une proportion des Européens qui disent eh ben, nous, on trouve que à la fois l'Europe et notre pays, ben, en gros, ça marche. OK. 25% des Européens. Et il y en a certains qui disent notre pays, c'est OK, ça marche bien. Par contre, l'Europe, c'est la cata. 14% au niveau européen. Il y en a qui pensent que rien ne marche, ni l'Europe, qui est un projet qui est cassé, ni notre pays, 38% en Europe, 69% en France. Et il y en a qui pensent que l'Europe, c'est OK, mais c'est nous qui, en tant que pays, qui marchons pas bien. 25%. Bernard. Juste. Ça m'a frappé, moi, ces 4 tendances. Oui, alors qu'on a un président en France qui est pour le en même temps, Oui. nous les Français, on est dans le nini. Apparemment, là. En tout cas, les chiffres, c'est d'après les chiffres, on voilà. est complètement hors moyenne européenne, puisque Voilà. nous, on pense que ni l'Europe, ni nous, ça marche super bien. Quoi. On dit que les Français sont des râleurs, de toute façon. Ah, c'est peut-être ça. Ça doit être ça, peut-être, Non, je ne mais sais pas. Non, mais Je pense aussi que c'est ça, important de le ça souligner. traduit ce que nous venons de vivre, et ce Marc. que nous vivons depuis plus de 6 mois avec ce que l'on appelle le mouvement des Gilets jaunes, Ouais. qui finalement, alors qu'il y a eu des tentatives, n'a pas de répercussions sur le reste de l'Europe. C'est de dire, il y en a ras-le-bol de tous ces politiques, quels qu'ils soient, à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne. C'est des bons à rien, Un ils savent pas, dégagisme. et on doit se construire autrement. Je pense que, on a déjà parlé Oui, ici tout sur à cette fait. antenne, je pense qu'il y a un réel danger là, parce qu'une démocratie, elle se construit sur un socle de personnes que l'on appelle des politiques, qui sont prêts à prendre des responsabilités en notre nom et qui peuvent être, de fait, dégagées à toute nouvelle élection. Ok. C'est à moi. Peut-être pas, parce que là, du coup, je peux réfléchissais, en Non, fait. mais je peux profiter de ce silence juste pour terminer là-dessus, avant Oui, de faire vas-y. une dernière pause et de détailler les enjeux, les perspectives. Rappelons également qu'il y a 5 pays qui sont candidats. Oui. Donc je les ai. Vous les avez en tête ou sinon moi je les ai notés pour Alors, être sûr. note-les, par la on va candidat, voir. vérifier un peu, Candidat là. à quoi? Parce que ça me permet On de va déterminer essayer dans le lion. les primes de fin d'année. Il y a la Serbie. La Serbie, Attendez, ouais, j'avais dit, ouais. attends. Permettez-moi juste de clarifier les choses. Ils sont candidats à Pour quoi? avoir le droit d'envoyer demain des députés Ah, au Parlement rejoindre la communauté européen. européenne. D'accord, voilà. À rentrer. Oui, à Voilà. rentrer. Rejoindre Oui, la non, mais communauté. on parle des élections Ah ouais. candidats à un Ah poste oui. de président, ou je ne sais. Ah oui, très Donc, bien. Bon, il y a la Serbie, Serbie, yes, il y a la nickel. Macédoine. Ça fait 2. Alors, il y c'est a- lui qui aura les primes. Hein. Ah Moi, ouais, je c'est lui bon, laisse. allez, on lui laisse. Oui, Non, en je géographie, savais j'ai que la toujours Serbie, été en nul. fait. J'ai pas vu. les Alors, la Turquie l'a depuis longtemps, mais je ne sais pas si tu Est-ce que- rentres Alors, ils là-dedans. sont candidats. Est-ce ouais. que le pays de Galles, pardon, ou l'Écosse? Bon, et il nous manque le Monténégro et la Macédoine. Ça, je l'ai dit. la L'Albanie, Macédoine. alors. L'Albanie. L'Albanie, L'Albanie est ouais. aussi candidate. Ouais. Donc Tiens, ça, j'avais Monténégro, pas Turquie, noté. Serbie, Albanie, Macédoine, ça fait 5 pays qui sont candidats. Donc, c'est l'enjeu Donc d'ailleurs on des passerait pays de
Les de pays des 28 Balkans. ou 27 Oui. à 32 ou 33. Voilà, Mais potentiellement. c'est Mais vraiment 33, on est un malade, enjeu hein. important. J'étais Ouais. il y a relativement peu de temps en Macédoine et je rencontrais il y a 10 jours des amis macédoniens et c'est vraiment un enjeu important. C'est de dire comment se construit cette zone des Balkans qui reste encore une zone de poudrière. Oui, parce qu'une grande Où partie des pays qu'on vient de citer, la c'est Croatie, cette zone. Hein. Voilà, la Croatie a rejoint la communauté Ouais. européenne. Ce qui n'est pas le cas, puisque derrière, c'est l'ex-Yougoslavie, donc pas le cas du Monténégro, de la Serbie. L'Albanie était un cas un peu à part, et de la Macédoine. Et au milieu de cela, il y a un tout petit pays géré par les instances européennes et par les États-Unis. C'est le Kosovo. Oui. Tout cela Mmh. fait des intéressant. discriminations et une véritable poudrière. C'est un enjeu capital de la responsabilité de la communauté européenne vis-à-vis de ces pays-là. Est-ce qu'on va leur donner la potentialité de rentrer avec des décalages très importants en communauté européenne ou pas? C'est peut-être quand même là aussi une des voies qui peut permettre de continuer à construire la paix dans ce que l'on appelle l'Europe. Ok, intéressant. Allez, c'est le moment de la pause. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette émission Éclairage consacrée aux très proches élections européennes. Et on se débat comme des fous pour que notre audience reste accrochée à l'antenne, vu le taux de participation aux élections européennes habituelles. Voilà, donc du coup c'est un thème qui pourrait ne pas paraître capital et en jeu. Et en fait on est complètement en train de démontrer l'inverse, notamment avec un rappel des pays candidats et des enjeux qu'il peut y avoir notamment dans les Balkans. On a successivement reposé des bases ensemble sur c'est quoi les élections européennes, il y a combien de députés, c'est quoi le type de scrutin, c'est qui les têtes de liste, etc. Voilà. Donc moi je trouve que notre culture G de nouveau a fait un bond pas croyable. Ensuite, on a rapidement revu quelles sont les différentes tendances des Européens sur leur appréciation de l'état de santé à la fois du tout, donc de l'Europe et de leur pays. Et enfin maintenant, on a déjà commencé à en aborder quelques enjeux et quelques perspectives liées à ces élections européennes qui peuvent être les projets, disons, alternatifs. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier que vous aimeriez poser sur la table, messieurs là Là, David, tout à apparemment. l'heure, là, quand j'étais songeur, en Oui. fait, je pensais Tu à ce... réfléchissais, tu avais dit. Oui, je réfléchissais là, et puis je songeais à ce score là que tu disais dans les sondages d'opinion, où en France, 69% pense que ni l'Europe ni leur pays ne fonctionnent très bien. Ouais, c'est ça. Contrairement à 38% C'est des ça. Européens qui sont dans ce nini. Pour le Ça fait un pays sacré qui delta, est hein. une des deux locomotives de l'Europe, ça laisse songeur, parce Ouais. que c'était quand même ce couple franco-allemand qui a été quand même l'artisan principal de la construction européenne. Il faut se souvenir quand même que c'était une façon de retrouver les conditions d'une paix en Europe, hein, Ouais. puisque ça a quand même fait suite à de nombreux conflits ultra meurtriers. On l'oublie quand même parfois. On a fait la guerre contre les Anglais et on a fait la guerre contre les Allemands. Et là, il y a toujours des antagonismes qu'on ressent encore, qu'on sent encore quand les Français n'ont pas tellement envie d'attendre trop longtemps les Anglais, et on sent quand même ces antagonismes encore avec l'Allemagne sur la politique européenne, sur leur façon de fonctionner, leur politique, leur notion de l'euro fort et tout ça. Voilà. Donc il y a des choses qui sont là, et en même temps, on sait que on est les meilleurs amis, les meilleurs alliés, puisqu'on a construit notre alliance sur un souvenir effroyable de confrontation. Ouais, donc faut peut-être prendre multicentenaire. Ouais. Et ce que je pense, je ne sais pas exactement quelle est la qualité de la relation aujourd'hui entre le gouvernement français et le gouvernement allemand. Angela Merkel est quand même, on va dire, un peu en fin de règne, donc on ne sait pas très bien ce qui va lui succéder. Et en France, voilà, on a un jeune président, on va dire qu'il y a eu ça bouillonne qui en parle France. beaucoup d'Europe, hein. Oui, Encore là, dans les conclusions du grand débat national. Sauf qu'il y a un décalage assez important avec la population. Il y a quelque chose qui est coincé, qu'il essaye de réinventer pour redonner le souffle qu'il l'a amené au pouvoir il y a 2 ans. Mais on ne sait pas très bien. Et là, je crois qu'il va falloir réinventer quelque chose dans ce couple franco-allemand qui va nous redonner du souffle et cette conscience qu'on est un moteur et qu'on n'est pas un poids mort qui est traîné par l'Europe,
mais qu'on est un moteur de l'Europe. D'ailleurs, Et ça, de s'en souvenir et de s'en emparer sur des projets, des grands projets européens, je pense que ça vaudrait le coup et ça redonnerait du moral pour notre propre politique intérieure aussi. Est-ce que je peux me permettre de... Oui, puis j'aimerais de qu'on détaille poursuivre quels peuvent être ces grands travers projets ce que- européens, justement. Ouais. ce que vient de dire David, juste pour assez rapidement brosser cette évolution de l'Europe. Il nous reste un quart d'heure. Hein. Point fondamental, la paix et la réconciliation. Comment engager des perspectives qui fassent qu'on ne replonge pas dans des guerres atroces qui ont effectivement amené nos deux pays, en particulier franco-allemands, à se confronter. Deuxième chose, c'est dans une situation de reconstruction, trouver les bases d'harmonie pour solidifier les dépendances que nous avions par rapport au charbon et à l'acier. La politique commune, c'est la première étape. Très rapidement, on en est venu parce que c'était le socle du développement de nos sociétés. On peut énormément le regretter aujourd'hui. C'est la libre circulation. C'est de dire que nous devons créer un espace où librement nous allons pouvoir commercer et échanger. L'espace Schengen, hein, pour les L'espace auditeurs. Schengen, etc. Derrière ça, un socle s'est dessiné très rapidement, c'est le socle de la solidarité. Comment permettre à ce que les plus petits puissent trouver bénéfice et mieux se développer au cœur d'une Europe. Les petits pays. Donc les petits pays ou les pays émergents. Ok. Ou alors, par exemple, combien l'Espagne a profité de l'Europe pour ressortir et aujourd'hui être un pays fort. Ok. C'est vrai pour tous. Et aujourd'hui, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est de se dire, sur tout ce socle-là, comment on construit une Europe politique ? Comment on construit une Europe plus harmonisée sur des bases fondamentales que sont la fiscalité, que sont la défense, que sont des gros dossiers de ce type-là qui restent aujourd'hui l'apanage de la décision de chaque pays. Voilà, je crois que c'est ça qu'on a amené peu à peu à construire pour avoir, et derrière c'est tous les débats qu'il y a, est-ce que demain l'Europe peut enfin être, parce que ça serait mon vœu, être une Europe politique fédérale. Ah, voilà. Notamment pour avoir une souveraineté européenne par rapport à la gigantesque bataille géostratégique qui de fait se déroule entre les États-Unis et la Chine. Et nous, on est au milieu, un peu comme le jambon, peut-être. Une bataille géostratégique qui, en même temps, David, doit être aussi une grande coopération géostratégique pour faire face à des défis qui sont communs et des dangers qui sont communs. Et c'est tout ça, c'est tout là où je pense que je trouve que l'Europe, une Europe unie et une Europe qui proposerait au monde des choses, serait crédible parce que ça serait justement une Europe qui montrerait que au-delà des antagonismes qui ont miné son histoire pendant des siècles, elle a réussi à construire quelque chose et une entente commune, un parlement commun et tout ça qui fait qu'elle a harmonisé les choses et elle a supprimé certaines tensions, même s'il y en a d'autres qui sont apparues. Et je pense que ce fonctionnement-là est quelque chose qui serait intéressant, non pas je parle pas d'un gouvernement mondial là, mais le fait de savoir que on est des entités qui sont très différentes, qui ont une histoire différentes, mais en même temps, on a une histoire humaine commune et il va falloir coopérer. Ouais, de toute façon, c'est toujours la tension fondamentale, à mon sens, du besoin de l'être humain entre l'appartenance et la différenciation. Ouais. On en a déjà évoqué. Et moi, je pense qu'une des questions de la politique européenne commune qu'il faut vraiment avancer et que la France et l'Allemagne doivent mener ensemble, les pectoraux, c'est notre relation. C'est notre relation avec le reste du monde. Et je dirais sur plusieurs plans, mais qui doivent être confondus. C'est-à-dire qu'il y a une question humaine et humaniste de savoir comment est-ce que on a une solidarité avec le monde, en particulier avec la question des réfugiés, parce qu'on parle du thème immigration, mais on parle pas vraiment d'immigration, on parle vraiment d'accueil des réfugiés et du droit d'asile. C'est quand même ça principalement le problème, puisque sinon, en règle générale, l'immigration, on la régule, puisqu'on a des demandes de visa, on les accepte pas. Donc là, on a l'immigration clandestine, mais qui est due à des mouvements de réfugiés. Et cette relation avec le monde, elle risque de se faire aussi sur la question écologique et sur la question du protectionnisme. Parce que les deux choses vont être liées. Et c'est là que je pense que l'Union européenne a quelque chose vraiment d'important à faire. Mais soit tu parles co-conditionnel, soit au futur. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux prochaines élections européennes, il n'y a rien qui est fait sur ces grands enjeux ?
Si, bien sûr. Bah, il y a Si, des quand choses même, on qui est sont d'accord, faites, hein. bien sûr. Oui, mais on a des règles douanières sur l'importation de biens, par exemple venant de Chine ou ça, qui ont un bilan écologique, un bilan carbone qui est mauvais. Pour l'instant, on ne taxe pas ces choses-là. Et on sait que c'est une des propositions de certains candidats, c'est vraiment d'instituer des taxes carbone beaucoup plus fortes sur les biens que l'on importe, pour que ça finance certaines choses et qu'en même temps, ça ait un effet vertueux sur le reste du monde. Et que ça nous protège contre le dumping, on va dire, écologique que de certains peuvent faire. Ok, Marc? Oui, non. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont faites. Ce qui est souvent mis en avant, c'est que je crois qu'il y a globalement une attente de beaucoup de pays à travers le monde vis-à-vis de l'Europe pour justement permettre de trouver un équilibre entre les grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine, voire la Russie. Et l'espoir, c'est de dire comment l'Europe peut constituer des garde-fous par rapport à des volontés hégémoniques. En même temps, sur le terrain, il faut bien reconnaître, par exemple, si on prend le terrain de l'Afrique, la Chine est omniprésente et l'Europe a pris un recul phénoménal là-dessus. Un recul Donc, ou un retard? Comment Les deux. Un recul par rapport à son omniprésence du passé. Aujourd'hui, vraiment, sans doute les deux. Et donc, c'est comment nos responsabilités, la responsabilité de l'Europe là-dessus peut jouer pour envisager une autre manière de penser le monde de demain. Je pense que, en particulier dans ce qu'est aujourd'hui la gouvernance aux États-Unis avec Donald Trump, la perspective de l'avenir de notre planète n'est pas la même de ce que l'on peut porter en Europe. Juste, Bernard. on parlait des actions un peu de l'Union européenne. Marc vient de rappeler quelque chose sans le dire. L'Union européenne est quand même le premier donateur pour le développement dans le monde. En tant qu'entité, c'est le premier donateur. Mais sur le terrain, ben voilà, on se fait griller parce qu'on n'a pas de gouvernance. Parfois, l'Europe est un ouais. peu traitée de naïve par rapport au réalisme américain ou chinois et à l'agressivité, en fait. Je pense qu'il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits, je pense pour des raisons David. assez logiques, c'est-à-dire que le fleuron, le fer de lance économique de l'Europe, ça a été sa politique agricole commune, ce qui a permis quand même de s'implanter dans tous les pays, dont les pays africains, avec des produits, des denrées alimentaires. Quand même, là, elle est encore très présente. Peut-être que sur le plan de la construction des projets industriels, elle est pas présente, mais sur la politique, l'exportation de sa production agricole, là, c'est quand même son fer de lance. Et là, il y a eu une vraie coopération européenne pour justement que ça permette de faire fonctionner tous les agriculteurs d'Europe. Mais je dirais qu'au-delà de ça, au-delà de cette politique agricole commune, la vision stratégique, c'était surtout de faire fonctionner le marché intérieur et de le faciliter et de le fluidifier pour aider les pays intérieurs qui venaient d'arriver dans l'Union à monter et à obtenir une plus grande stabilité, une plus grande fluidité. Et donc, c'est cette idée-là qui a relativement fonctionné, même si... voilà. Après, chaque pays a sa propre politique économique extérieure, mais quand même, je pense que c'est ça. Et je me dis, ça serait difficile d'avoir une politique européenne commune qui dise maintenant nous allons attaquer le marché africain de façon concertée européenne. Non, je pense que ça c'est à l'échelle de chaque pays. Est-ce que c'est attaquer le marché Oui, mais en plus, africain parce que c'est intéressant ce que tu dis. Et dans l'exemple de la PAC, tu mettais aussi en avant la manière de pouvoir écouler au mieux, dans le respect de nos propres agriculteurs, ce que nous produisons. C'est ça. C'est une phase de David que je ne connaissais pas. Non, mais je ne dis pas que... Non, mais j'ai utilisé ce mot exprès parce que... L'enjeu de l'Europe, c'est quand même de se dire comment l'Europe peut construire un autre modèle économique qui permette à ceux qui sont sur place, en particulier en Afrique, de se donner les moyens de se développer. Cette question-là, elle est vraiment fondamentale. Et juste de se dire, par rapport à la question que tu posais, Philippe, c'est vrai que c'est une vraie question dans les instances internationales. L'Europe est rarement représentée en tant qu'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le monsieur Europe, le président de l'Europe, qui va dire aux côtés du président américain, du président soviétique, du russe, russe, etc. Voilà la voie européenne. C'est aujourd'hui la multiplicité des voix, françaises, allemandes, etc. Et ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est un des points qui a été discuté pendant le débat avec les différents candidats. C'était de savoir est-ce que la France était prête à laisser une place à l'Union européenne au Conseil de sécurité de l'ONU.
C'est ce qu'il faut, et on voit bien là aussi tout l'enjeu d'une politique qui n'arrive pas à se mettre en place, d'une politique de défense commune, puisque effectivement l'enjeu c'est de faire que s'il y a nécessité d'une politique de défense commune, moi j'en doute toujours, mais s'il y a enjeu d'une politique de défense entre guillemets, parce qu'il y a des agresseurs à l'extérieur qui risquent de venir nous chasser en tant que tels au cœur de l'Europe, eh bien qu'est-ce que l'on met en place aujourd'hui? C'est dire notre système de défense est avant tout national et nous pouvons contribuer sur un plan européen. Il faut repenser le modèle, mais de fait, c'est très compliqué de faire évoluer ça dans les têtes. Et les sondages que tu donnais tout à l'heure le mettent en avant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos pays, il y a visiblement encore, on peut espérer que pour les nouvelles générations, ça change, il y a encore énormément de scepticisme sur l'abandon d'un certain nombre de prérogatives nationales au profit d'une réalité européenne que nous portons ensemble parce que nous sommes Européens et Français, mais nous sommes peut-être aujourd'hui avant tout Européens. Mmh. Bernard ? Je voulais juste rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Marc. Il nous reste 4 minutes. En prenant l'exemple, tu disais tout à l'heure, vivre ensemble, l'exemple d'une famille. Il faut faire de la place au petit frère quand il arrive ou à la petite sœur, et puis il faut apprendre à partager, voilà. Et on en est parfois très loin, c'est vrai, à l'échelle de nos pays. Tiens, aujourd'hui, tu nous as pas fait. Tiens, je connais justement un couple d'Européens. Si tu veux, je peux te le faire. Parce que j'en connais des couples d'Européens, mais toi aussi, je suis sûr. Moi, j'attendais un couple macédonien ou albanien. Non. C'est Marc qui a parlé des Macédoniens. C'est pas moi. Mais toi, t'as en général la petite anecdote. Je pourrais, mais je vais pas le faire. Mais voilà. Tu nous as dit, Philippe, qu'il ne restait plus que 3 minutes. Oui. J'avais juste envie de dire, parce que c'est quand même le cœur aussi de notre émission, l'importance des relations qui existent entre les instances européennes, politiques, que ce soit le Parlement, que ce soit la communauté européenne, et en particulier parce que c'est son rôle exécutif, la communauté européenne, et les églises. Donc les églises chrétiennes sont dans un dialogue permanent. Mais permanent et constructif pour aussi élaborer et participer à l'élaboration de l'évolution de la construction européenne. Je crois qu'il était important quand même de le signaler. Alors, moi, je mettrai en avant parce que je connais mieux le travail de la COMECE, qui est la commission représentant les différents épiscopats, et qui est un travail, mais quotidien. Il y a des personnes... Voilà, ça, je crois que c'est aussi important qu'il y ait ce travail d'élaboration commun. D'ailleurs, c'est une caractéristique aussi en Europe qui est décriée, mais en même temps qui, je pense, a son intérêt. C'est que les lobbies ont une vraie place à Bruxelles et à Strasbourg pour être représentés, interpellés. Ça se fait pas de façon cachée. C'est-à-dire que vraiment chaque organisme, que ce soit industriel ou associatif, peut essayer d'influencer, d'interpeller les parlementaires. Et je pense qu'une vraie institution du travail de lobby, dans le sens positif des choses, est intéressante. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que la chose où l'Europe aurait vraiment un rôle important à jouer, c'est la politique énergétique. C'est-à-dire de vraiment, au niveau européen, concevoir des projets européens de grande ampleur pour convertir notre fonctionnement énergétique sur des énergies renouvelables, sur le partage de l'électricité, sur l'hydrogène, sur plein de choses. Et là, ce sont des projets moteurs, des projets qui ne se feront que si on est capable en même temps de mettre un protectionnisme écologique autour de l'Europe, puisque d'une certaine façon, de faire ces choses-là sont des investissements, ça crée des contraintes et donc des disparités avec du dumping écologique extérieur. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une chose qu'il faut mener de front, c'est-à-dire ce protectionnisme-là avec des taxes à l'entrée, des taxes intérieures qui, par exemple, adresseraient la question des taxes sur le kérosène, puisqu'on en a reparlé au moment de la taxe carbone sur le diesel. Voilà, que ces choses-là soient gérées au niveau européen et en même temps qu'on ait des projets d'énergie qui soient ultra ambitieux et ça nous rapporterait, ça serait le prochain fleuron technologique européen, ça serait la gestion de l'énergie. Ok, donc il y a un côté Gore-Tex là en fait, imperméable, en même temps ça respire. Pour terminer peut-être Bernard, moi aussi je peux en faire des punchlines. Vas-y. Il n'y a pas de raison, c'est l'émission. Est-ce qu'on pourrait citer une autre marque ou non? Oui, parce que c'est une marque. Ou c'est un procédé, mais c'est pas grave. Si ça nous rapporte un peu, on peut citer. Mais enfin, si ça... Bon, là, c'est sympa, l'atmosphère un peu légère, mais on est à 44 minutes là. Faut vraiment Bernard, allez, on termine. Juste inviter les gens à ne pas rester devant leur barbecue le jour des élections, le 26, et aller voter. Allez. Écoutez, moi je fais partie justement de ces personnes. Merci beaucoup messieurs de m'avoir donné à titre personnel, et c'est le cas également pour notre audience, un paquet de raisons d'aller voter dans un sens ou dans l'autre fin mai prochain.
pour notre Europe à tous. Voilà. 26 mai, dans les urnes. Allez, c'est parti. À très bientôt pour une prochaine émission Éclairage. Au revoir. Au revoir.